La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Avec Cécile Cornudet et Jean-François Colosimo pour Esprit Libre à 8h44. Jean-François, en bref, vous êtes absolument séduit par une nouvelle qui nous vient d'Autriche et que vous allez nous raconter l'histoire de 3 nonnes trop vieilles pour rester dans leur couvent, exfiltrées par l'évêque et qui ont fait une campagne sur les réseaux sociaux. Racontez-moi ça. Absolument. Alors, ce sont vraiment trois nonnes, 3 sœurs qui ont passé leur vie dans ce couvent, qui ont dû y rentrer très jeunes. Elles ont aujourd'hui 85 ans. Ce sont ces générations très catholiques où on choisissait pas sa vie, en quelque sorte. Mais oui, mais même le féminisme s'empare de ces vieilles dames qui ont été cloîtrées, n'est-ce pas? Alors, évidemment, leur évêque a trouvé qu'elles étaient trop vieilles pour tenir leur couvent, les a mis dans une sorte d'EHPAD, elles ont trouvé ça insupportable. Elles veulent mourir là où elles ont vécu. Elles ont fait une campagne sur Internet. Il a été obligé de plier parce qu'il était devenu une honte nationale de persécuter ces dames. Vous voyez, les moniales résistent. En fait, voilà, quoi. Ça vous plaît? Ah ben oui, enfin je veux dire, bon, on va pas faire d'elle des poussiraillottes, mais il y a quand même quelque chose qui se passe là. avec les armes de la jeune génération. Cécile, on en vient à cette missive envoyée via les réseaux sociaux aux entrepreneurs par Sébastien Lecornu, envoyée au patronat, 4 pages pour dire ce qu'on sait déjà sur le budget. Comment cette lettre a été reçue par les intéressés? Alors, elle n'est pas envoyée au patronat, justement, elle est envoyée aux chefs d'entreprise. Ouais. C'est une façon aussi de contourner le patronat. Sébastien Lecornu est assez fâché que Patrick Martin ne fasse pas œuvre de pédagogie pour dire mais non, le budget n'est pas aussi horrible que celui qu'on voit facialement. C'est ça qu'il essaye de dire aux chefs d'entreprise. Il y a eu une tribune il y a 3 semaines dans l'Express de 2000 chefs d'entreprise qui disaient stop à la folie fiscale, trop c'est trop, et c'est la réponse qu'il essaye de leur donner. Il y a toujours cette peur de résurgence d'un mouvement comme les pigeons en 2012, vous savez, sous François Hollande, contre les excès fiscaux. Tout le propos de Sébastien Lecornu, c'est de dire, au final, dans le texte budgétaire, il n'y aura pas tant de hausse d'impôts que ça, vous verrez bien. Eh bien, on verra bien. Il y en aura quand même. Dans cette lettre, Jean-François Colosimo, on peut lire ceci. Ces dernières semaines, donc sous la plume de Sébastien Lecornu, ces dernières semaines ont montré une vitalité démocratique que beaucoup n'attendaient plus. Alors, cette formule m'a fait sourire. Et vous avez raison, elle pourrait même vous faire ricaner, je pense, si vous n'étiez pas une âme bonne et charitable. Si c'est ça la démocratie, alors je pense que c'est vraiment un contre-témoignage absolu, n'est-ce pas? Mais bon, Lecornu fait le boulot, il boira le calice jusqu'à la vie. Il lui faut arriver à un résultat pour maintenir le président à flot. Voilà, c'est toute l'histoire. On la connaît que trop désormais. Et il y a tout là, quand même là-dedans, on se rend pas compte qu'il y a une dévitalisation immense du fait politique. Cécile Cornudet, à la une de l'Opinion ce matin, il y a la synthèse d'une enquête du Cevipof qui a sondé les Français, et leur préoccupation du moment, ce n'est plus l'immigration, c'est plus le chômage, c'est plus le social, c'est de plus en plus les politiques français. Ça remonte spontanément en disant mais ils sont pas bons, c'est des politiciens, et encore j'atténue parce que je ne veux pas manquer de nuances. Alors là où il faut donner grâce à Sébastien Lecornu, quand il parle de vitalité démocratique, c'est vrai qu'on n'a jamais vu autant les parlementaires, les députés présents à l'Assemblée pour essayer de bâtir ce budget. Mais cette étude est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est des questions ouvertes. C'est quel est le premier problème de la France selon vous? Il y a 10 ans, c'était pas du tout cette hiérarchie-là, et les gens répondaient spontanément la politique, c'est ça notre problème en France, à 7%. Là, on monte à 30%. Quand vous croisez un Français, vous lui dites où ça va mal en France? Ça va mal à la politique. Et donc, ça crée une situation très difficile, parce que comment la politique peut-elle régler le problème de la politique? Je pense qu'on en a pour quelque temps avant de régler ce sujet. Je voudrais qu'on passe à Emmanuel Macron.
c'est la transition. Emmanuel Macron veut réécrire sa fin de mandat, ou en tout cas la rendre utile. Donc il a pris 2 chemins. Le premier, c'est le chemin du débat démocratique pollué par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis le deuxième chemin, c'est la politique étrangère quand même, avec un volontarisme qui se défend en soutien à Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le dernier soutien de Volodymyr Zelensky, selon vous? Je dirais l'Europe, à travers Emmanuel Macron. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a reçu hier. Ils ont téléphoné au chancelier allemand et au Premier ministre britannique. C'est vraiment l'idée de essayer d'empêcher ce mouvement presque irrépressible de paix, entre guillemets, entre Vladimir Poutine et les États-Unis. Comment l'Europe peut mettre une nuance et servir au mieux les intérêts de Zelensky, mais l'Europe est très affaiblie et l'Ukraine est très affaiblie. Donc c'est presque impossible. Jean-François Colosimo, est-ce que Zelensky a perdu la guerre, mais en plus, il va perdre la paix? Je pense que depuis le départ, il était écrit que, quoi qu'il arrive, le jour où il y aura une trêve, un cessez-le-feu, puisqu'on va plutôt vers ça que vers une paix en bon ordre, n'est-ce pas? Il était clair que Zelensky disparaîtrait du paysage, d'une manière ou d'une autre. Il est pas fait pour durer. On sait très bien que les leaders de temps de guerre ne sont pas réélus. Vous voyez, rappelez-vous Churchill. Sa cote de popularité est extrêmement basse aujourd'hui. Ses affaires, évidemment, de scandales financiers polluent tout à fait très bien exploités. Son image, et sont très très bien exploités, évidemment, à la fois par les Américains et les Russes. C'est-à-dire, vous diriez que l'affaire de corruption qui a touché ceux très proches de Zelensky est tuyautée par les Russes ou par la CIA? Non, la corruption, elle est endémique en Ukraine. Nous le savons depuis 2022, nous le savions avant. Ils sont très forts en corruption. Ça nous a pas empêché de soutenir. C'est évidemment scandaleux que de l'argent soit détourné alors qu'il y a des jeunes gens qui partent au front pour mourir. Enfin, tout ça est clair. En même temps, on peut quand même s'interroger, sans être complotiste, sur ce calendrier qui fait qu'au moment où, en fait, l'Ukraine est prise à la gorge par Trump, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe, n'est-ce pas? Pour être forcé à une paix tout à fait indigne, qui correspond en fait plutôt au plan Poutine qu'au plan Trump, même, je dirais, de résolution de ce conflit, que ces affaires éclatent maintenant avec un tel retentissement. On peut en tout cas regretter qu'elles éclatent maintenant. Voilà. En tout cas, qui émettent de ce calendrier sans être complotiste, j'en sais rien, mais ça fait quand même beaucoup apporter pour Zelensky, qui, encore une fois, je dirais, nous l'avons complètement identifié comme le visage de l'Ukraine, mais derrière Zelensky, il y a un peuple qui résiste aussi, et il faudrait pas jeter, je dirais, le peuple avec Zelensky dans l'eau du bain, vous voyez? Cécile Cornudet, je reviens à Emmanuel Macron. Il y a un vrai engagement depuis le départ. Il est assez constant. On lui avait reproché ses coups de fil à Vladimir Poutine au début de la guerre en Ukraine. Et puis ça s'est tassé. Et il a pris fait et cause pour Zelensky. Est-ce qu'au moment de la paix, ça peut se retourner contre lui? Est-ce que c'est le bon choix historique? Le problème, c'est que derrière, il y a l'Europe en danger. C'est que des conditions de cette paix, entre guillemets, dépendra la capacité ou pas de la Russie à s'en prendre à un État ou deux de l'Europe. Donc on sent que c'est ça derrière. Je pense que c'est un combat existentiel pour l'Europe qui mène là, et pas seulement pour son bilan, pas seulement pour lui, mais encore une fois en fin de mandat, et alors que tous les dirigeants européens paraissent bien affaiblis. Jean-François Colosimo, je termine avec vous. Le pape, en mai dernier, très peu de temps après son élection, avait dit « Je vais peut-être me rendre en Ukraine, à Kiev ». Il n'y est pas allé. Il est allé en Turquie et au Liban parler aux chrétiens d'Orient et parler au monde des chrétiens d'Orient. Il y a une chance que le pape aille en Ukraine ou c'est cuit? Alors, très rapidement, d'une part, il a accompli le dernier vœu de François, puisque François voulait aller saluer Bartholomé, le primat de 300 millions d'orthodoxes dans le monde, qui est à Constantinople, Istanbul, pour qu'ils fêtent ensemble le 1700e anniversaire du concile de Nicée, le credo. Vous savez, je croise dans un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, ce fameux credo que tous les chrétiens racontent, récitent. Il a été à Nicée, et de là il est allé au Liban pour rappeler que les chrétiens doivent rester en Orient, parce que sans les chrétiens, en fait,
cette région va être complètement fanatisée. Ils sont le tiers indispensable, en fait. Ils sont le tiers indispensable. Ils introduisent cette diversité qui est nécessaire à la maturation d'une société démocratique. Donc les chrétiens, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens, mais c'est parce qu'ils sont ce tiers indispensable. Alors, par rapport à l'Ukraine, c'est assez simple. Là, le bilan de François était quand même très contrasté parce que François avait beaucoup de sympathie quand même pour la Russie et pour Poutine. Les Ukrainiens comprenaient mal cela. Il faut savoir que les catholiques sont minoritaires en Ukraine, ils sont 20%, et en plus ils sont divisés 10% de latins, comme ici, 10% de byzantins, qui ont le rite en fait comme les Russes, vous voyez ce que je veux dire, qui sont d'anciens orthodoxes, qui sont devenus de manière un peu compliquée catholiques. Donc, en fait, s'il allait là-bas, ça n'aurait pas grand sens. Il n'est pas représentatif. Il a un héritage lourd, un peu là. Et troisièmement, en fait, Rome ne veut pas se mêler de ces affaires-là parce que Rome a besoin de bonnes relations avec la Russie pour aller en Chine. Jean-François Colosimo, merci à tous les deux. À la semaine prochaine. Cécile Cornudet, je vous propose de nous séparer avec la valse des fleurs de Tchaïkovski. Vous l'entendrez à l'occasion du concert de Noël au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, samedi 20h, dimanche 15h. Et dimanche 20h, il reste quelques places et j'aurai le plaisir, l'honneur et l'avantage de présenter ces œuvres au public du théâtre.